Résorbable sans polymère. Merci beaucoup Martine. Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. C'est évidemment toujours un plaisir d'être ici à Hightech. Effectivement, durant les 10 prochaines minutes, je vais essayer de répondre à la difficile question, je pense, c'est qu'attendre des DES à polymère biorésorbable ou biodégradable ou sans polymère. Donc, je pense que c'est important de voir finalement d'où vient le concept de faire des stents actifs sans polymère, c'est-à-dire un polymère qui disparaît ou alors un polymère qui est absent dès le départ. En fait, un polymère sur le stent actif, ça sert essentiellement à moduler la libération donc, de la drogue antimitotique pour juguler finalement les propriétés anti-rosténose des stents actifs. Et on sait très bien qu'une fois que la drogue a été relâchée, il n'y a plus d'intérêt réel à un polymère. Et on sait aussi qu'il peut être endommagé et ainsi devenir permanent. Et la présence de ce polymère, et notamment les réactions inflammatoires qui peuvent être induites par ce polymère, a entraîné d'une partie des problèmes de safety, avec notamment des cas décrits de thrombose tardive et très tardive liées à des réactions inflammatoires sur le polymère, et donc potentiellement le besoin d'une bithérapie antiplaquettaire prolongée, mais également des problèmes d'efficacité, avec d'une part de la néo-athérosclérose et d'autre part une augmentation des taux de rosténose. Donc l'idée a été de se dire, le polymère est coupable en fait d'échecs tardifs de stents actifs. Donc l'idée c'est soit de faire des stents sans polymère, soit de faire des stents avec un polymère qui disparaît, et ça pourrait, je le mets au conditionnel, pourrait améliorer finalement l'efficacité et la sécurité à long terme des stents actifs. Alors on va d'abord parler des stents à polymère biodégradable, et ensuite on verra les stents sans polymère, avec deux grandes questions finalement. Est-ce que ces stents sont mieux que les autres stents actifs? Est-ce que surtout on peut faire des DAPT plus courtes quand on utilise ces stents actifs à polymère biodégradable? Alors quand on regarde toute la gamme de stents actifs, effectivement on se rend compte que parmi ces stents actifs, il y a différents stents qui sont porteurs de polymères biodégradables. Et on nous parle souvent de différentes générations de stents actifs. Je pense qu'on peut également parler de différentes générations de stents actifs à polymère biodégradable, avec la première génération qui était finalement des stents à maille assez grosse, notamment le Biomatrix ou le Nobori, avec une durée de relargage du polymère de 9 mois, avec la grande question, est-ce que ça fait mieux finalement que les stents actifs qui étaient à l'époque les best in class? On voit qu'on était à la fin des années 2000-2010. Et bien dans toutes les études, c'est-à-dire Leaders, Biomatrix contre Cypher, les études du programme ISAR-Test et les études Sort-Out, finalement, toutes ces études qui étaient des études de non-infériorité ont simplement conclu que ces nouveaux stents à polymère biodégradable étaient non inférieurs à ce qu'était à l'époque le best-in-class. Malgré tout, quand on regarde cette analyse poolée, cette landmark analysis à 1 an, je vous rappelle ça disparaît à 9 mois, donc on a l'impression qu'à partir d'1 an, le taux de thrombose de stent est inférieur dans les stents qui ont plus de polymère, versus ici le Cypher, qui était un stent avec polymère permanent. Alors c'est évidemment une analyse poolée, un critère secondaire, mais malgré tout, c'était un premier signal. Alors on va maintenant parler de la nouvelle génération, finalement, des stents actifs à polymère biodégradable, qui ont comme principale caractéristique d'avoir des mailles beaucoup plus fines. Donc il y en a 3 essentiellement, le Synergy, l'Orsiro et l'Ultimaster, et qu'on résume ici sur cette diapositive avec leurs caractéristiques et notamment des mailles effectivement beaucoup plus fines que dans les stents actifs de première génération. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la durée de dégradation du polymère est relativement courte pour 2 d'entre eux et plus long, avec, on pourra en discuter, des avantages et des inconvénients à un relargage rapide ou prolongé. La même chose, est-ce qu'on dispose finalement dans la littérature d'évidence pour nous montrer que c'est mieux que les stents actifs conventionnels? C'est la même chose. On a eu 3 études l'année dernière, en 2014, qui ont comparé en fait ces 3 stents, le Synergy, l'Ultimaster et l'Orsiro, versus le best-in-class. Dans les 3 études, c'était un stent à l'éverolimus. Et là, quand ça a été comparé à ce stent actif, dans les 3 études, on a conclu à la non-infériorité de ce stent actif à polymère biodégradable. Alors, il y a peut-être un intérêt spécifique, et c'est ce qui a été montré dans 2 études, dans le sous-groupe STEMI de Leaders et dans le sous-groupe STEMI de Bioscience. On s'est rendu compte qu'il y avait des meilleurs résultats avec les stents actifs à polymère biodégradable, avec évidemment la grande limite que ce sont des sous-groupes, des études sur des critères secondaires,
et dans des études qui étaient à la base des études de non-infériorité. Donc c'est évidemment des choses qu'il faut prendre avec extrêmement de précaution. Alors est-ce qu'on peut utiliser des durées de bithérapie antiplaquettaire plus courtes avec ces stents actifs avec des polymères biodégradables? Alors vous savez, on a tout un tas d'études qui ont testé différentes durées de bithérapie antiplaquettaire et qui nous montrent que globalement, court, ça a l'air de faire aussi bien. Malheureusement, dans toutes ces études, il y a assez peu de stents à polymères biodégradables et qu'on n'a donc pas de données spécifiques. Et je dirais le problème, et c'est vrai pour tous les nouveaux stents actifs, quand on regarde ces nouveaux stents actifs où on nous dit que finalement 3 mois après, on n'aura plus de drogue, plus de polymères, qu'évidemment les compagnies nous disent qu'on peut utiliser ces stents avec des durées de DAPT très courtes, malheureusement, quand les études sortent, ces stents sont utilisés avec des durées de DAPT très longues, avec 98% de DAPT à 6 mois et 90% de DAPT à 1 an. Alors c'est vrai que les études nous montrent des taux de thrombose très bas. Malheureusement, dans ces études, le taux de DAPT à 1 an est extrêmement élevé. Donc il faudra attendre d'autres études, notamment un exemple, c'est l'étude Senior, qui va tester la possibilité de l'utilisation d'une DAPT très courte, ici 1 mois, avec l'utilisation de ces stents actifs à polymères biodégradables. Alors l'autre solution, c'est pas de le faire disparaître le polymère, c'est qu'il n'y en ait pas dès le départ. Et la limite potentielle, on l'a dit, c'est que le polymère va en fait moduler la vitesse de relargage de la drogue. Et on a vu, ça c'était l'étude ISAR test, que si on ne met pas de polymère et que la drogue se relargue trop vite, on va ainsi, et vous le voyez à droite avec le late lumen loss, on va perdre la propriété anti-rosténose des stents actifs. Donc ça c'est vraiment un enjeu extrêmement important quand on design en fait des stents actifs sans polymère. Alors il y a plusieurs possibilités pour avoir un stent actif sans polymère, soit modifier la surface, soit avoir des technologies à type de réservoir, ou alors avoir une matrice dédiée. Alors qu'est-ce qu'on a comme évidence qui a comparé finalement ces stents actifs sans polymère versus les stents actifs conventionnels? On a sur un peu plus de 3000 patients l'étude ISAR test 5, et là aussi même chose, non-infériorité contre un stent actif conventionnel. Alors est-ce qu'on a des données pour nous montrer qu'on peut utiliser, quand il n'y a pas de polymère sur le stent, une bithérapie antiplaquettaire plus courte? On n'a pas de données, et là aussi il faudra attendre les résultats d'études, et notamment de l'étude Leaders Free, qui évalue la possibilité d'1 mois de DAPT après ces stents actifs. Donc finalement, pour essayer de répondre à la question initiale, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces stents actifs à polymère biodégradable ou sans polymère? Alors on sait que la présence de polymères permanents a été associée avec des échecs tardifs de stents actifs, que ce soit des thromboses, des rosténoses, de la néoathérosclérose. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va faire disparaître ce polymère ou on va faire des stents sans polymère. On n'a pas aujourd'hui de données qui nous montrent que ça fait mieux que les stents actifs conventionnels. Et donc il est probable que les études qui vont peut-être nous montrer qu'on peut les utiliser avec des durées de bithérapie plus courtes seront extrêmement importantes pour valider cette nouvelle technologie. Malheureusement, je pense que la supériorité contre les stents actifs classiques, entre guillemets, sera sans doute jamais démontrée. Donc la grande question, ce sera de savoir si la démonstration de la non-infériorité, plus les études qui nous diront qu'on peut l'utiliser avec une DAPT courte, plus le concept en tant que tel, suffira pour faire admettre cette nouvelle technologie comme le nouveau gold standard. Parce que finalement, quand on réfléchit, pourquoi la communauté médicale adopte une nouvelle technologie? Alors soit on nous montre, et c'est le principe de l'evidence-based medicine, soit on nous montre que la nouvelle technologie fait mieux que la précédente. Là, il n'y a pas de problème. Soit on nous montre, et c'est sans doute ce vers quoi on va tendre, vu les taux très bas d'événements en angioplastie coronaire, soit on nous montre que ça fait aussi bien, mais que ça répond soit à un besoin clinique, soit c'est des modifications de technologie avec un concept logique, et enfin ça peut apporter une solution pour les limites de la technologie précédente. Un exemple, on sait que les stents métalliques vont être associés à des échecs tardifs, notamment la thrombose, la néoathérosclérose. Donc l'idée c'est de faire disparaître le stent, et c'est exactement le concept du BVS, mais est-ce qu'on aura un jour une étude randomisée qui nous montrera sur les critères durs qu'on diminue ces événements tardifs? Probablement pas. Je pense qu'on peut faire un parallèle finalement si on se dit que la présence de polymères permanents est responsable en partie de certains échecs tardifs du stent actif. Eh bien, l'idée, si on nous montre simplement que c'est non inférieur, mais qu'on adhère au concept que la disparition du polymère pourra améliorer les résultats à long terme, on est donc globalement
dans cette balance entre l'évidence et le concept. Donc l'évolution de la technologie des stents, on a eu le stent nu, comme nous l'a montré Didier, qui est quasiment en train de disparaître. On a eu les stents actifs de première génération, de deuxième génération. Et on a aujourd'hui une évolution d'un côté vers des stents à polymère biodégradables ou sans polymère avec des mailles très fines. Et de l'autre côté, la présence de stents ou de plateformes complètement biorésorbables. Avec la grande question, est-ce que finalement, quand on met un device dans une IVA proximale, est-ce qu'il vaut mieux avoir un équivalent de stent nu ou un mois, ou avoir plus de stent du tout après 3 ans? Je pense surtout que c'est deux technologies qui seront complémentaires et indispensables pour traiter l'ensemble des panels, des lésions et des patients. Mais je laisse évidemment le soin à Philippe et à Pascal d'en débattre dans un débat un petit peu plus tard dans la session. Je vous remercie.